dans Pièces à conviction. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 Rio-Paris disparaît dans l'Atlantique avec 228 personnes à bord. Depuis 3 ans, les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s'est passé. À partir des enregistrements des boîtes noires et avec des acteurs, nous avons reconstitué les toutes dernières minutes de ce drame et nous apportons des réponses. Air France a refusé de participer à cette enquête, mais Eric Schramm, le directeur général des opérations aériennes de la compagnie, a accepté de venir sur ce plateau et nous l'en remercions. Nous le retrouverons avec notre autre invité, Bernard Baillot, le producteur de ce reportage qu'on regarde tout de suite. La nuit vient de tomber sur Rio. Nous sommes le dimanche 31 mai 2009. À l'aéroport, 216 passagers s'apprêtent à embarquer sur le vol AF447 à destination de Paris. Ce soir, le vol Air France est assuré par cet appareil, un Airbus A330, avec à son bord un équipage de 12 personnes. À 21h29, l'avion décolle. 4h30 plus tard, le vol 447 se désintègre en percutant l'océan Atlantique. Deux ans plus tard, les boîtes noires de l'appareil sont enfin repêchées. L'une contient les conversations des pilotes enregistrées dans le cockpit. L'autre, l'enregistrement de plusieurs centaines de paramètres techniques de l'avion. À partir de ces informations, nous avons rigoureusement reconstitué les dernières minutes avant le crash. Très précisément, 4 minutes et 22 secondes. Des comédiens vont interpréter les rôles des 3 pilotes. Le premier incarne le commandant de bord expérimenté, Marc Dubois, 58 ans, 11 000 heures de vol. Il connaît bien la route entre Rio et Paris, il l'a déjà parcourue 16 fois en 2 ans. À ses côtés, 2 copilotes, comme pour tous les longs courriers. David Robert, 37 ans, 6500 heures de vol. Et Pierre-Cédric Bonin, 32 ans, le moins expérimenté des 3, avec 3000 heures de vol. C'est lui qui sera aux commandes quand débutera le drame. Après le décollage, l'avion longe comme d'habitude les côtes brésiliennes, cap vers le nord, avant d'entamer la traversée de l'océan Atlantique. Au bout de 4 heures de vol, il entre dans une zone de turbulence habituelle dans la région. L'avion est alors en phase de croisière en pilotage automatique. C'est donc l'ordinateur de bord qui pilote. Dans le poste de pilotage, aucune inquiétude. Bon allez, je me casse. En fait, je suis somnolé. À 2 heures du matin, le commandant de bord part même se reposer, laissant aux commandes les 2 copilotes. Dix minutes après le départ du commandant, se produit alors un incident. Les sondes pitot givrent. Elles servent à calculer la vitesse de l'avion, information qu'elles transmettent aux ordinateurs de bord. Privé d'indication de vitesse, le pilote automatique aussitôt se déconnecte. À partir de cet instant, voici reconstituées les 4 dernières minutes du vol AF447. C'est bon, j'ai les commandes. D'accord. Qu'est-ce que C'est le jeune copilote qui prend les commandes. Il tire sur le manche. Pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu les vitesses alors? À force de tirer sur le manche, le copilote cabre l'avion. Fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, je Fais redescends. attention à ta vitesse. Tu stabilises. Ouais, Tu redescends. On est en train de monter selon lui. Selon lui, tu montes là, donc tu redescends. d'accord. Tu redescends. C'est parti, on descend. Doucement. On est en climb. Une alarme se déclenche. L'autre copilote appelle le commandant de bord afin qu'il revienne d'urgence. Pendant ce temps-là, le jeune copilote continue à tirer sur le manche
amenant l'avion dans une situation de décrochage. Surtout essayer de toucher le moins possible aux commandes latérales. En clair, l'avion va cesser de voler et commencer à tomber. Putain, il vient ou il vient pas? À cet instant, les ailes cessent de porter l'appareil et l'Airbus A330 entame sa chute vers l'océan. Putain, les moteurs là. Je comprends pas ce qui se passe. Putain, j'ai plus les contrôles de l'avion là. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Commande à gauche. Le commandant de bord revient dans le cockpit. On est où là? C'est quoi là? Qu'est-ce que vous foutez là? Je sais pas ce qui se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion là. On comprend rien, on a tout tenté. Hein? 180 km/h. C'est la vitesse verticale de l'avion en chute libre. Il est encore à 9000 mètres d'altitude. Ouais, c'est que j'ai plus de vario là. D'accord. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, surtout tes sens. Non? Tire. Qu'est-ce que t'en penses? Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je ne sais pas. Là, ça descend. Voilà. Là c'est bon là. On serait revenu les ailes à plat. Non, il veut pas. Les ailes à plat. L'horizon de secours. L'horizon de secours. Tu montes. Tu descends. Descends. Je suis en train de descendre là. Tu descends. Non, tu montes là. Là je monte là. Ok, alors on descend. Le jeune copilote reprend les commandes, pousse sur le manche, mais pas suffisamment longtemps pour stabiliser l'avion. La chute continue. Ok, on est en toga? On est quoi là? On a quoi là? Putain, mais c'est pas possible. En LT, on a quoi? Comment ça en altitude? Ouais. Là je descends, non? Là, tu descends, oui. Et là, tu mets les ailes à l'horizontale. Mais les ailes horizontales. C'est ce que je cherche à faire. Et les ailes à l'horizontale. Je suis à fond du gauchissement. Le palonnier. L'avion tangue d'une aile sur l'autre. Le jeune copilote tente de le stabiliser, en vain. Les ailes à l'horizontale. Doucement, doucement. On a tout perdu au niveau du gauchissement. Bien. J'ai plus rien là. Tu as quoi là? Non, attends. On y est. On passe le niveau 100. Hein? Moi j'ai les commandes moi. Comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond là? Essaye de voir ce que tu peux faire avec tes commandes là-haut là. Là les primaires, etc. On va arriver au niveau 100. L'océan n'est plus qu'à 3000 mètres. 9000 pieds. Doucement avec le palonnier là. Montre. Je suis à fond à cabrer là depuis tout à l'heure. Non, remonte pas. Non. Alors descends. Alors les commandes. À moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Les toujours en toga, hein. À présent, les deux hommes pilotent en même temps en tirant sur les deux manches. Attention, tu cabres là. Tu cabres là? Tu cabres. On est cabré. On est à 4000 pieds. Tu cabres là. Allez, tire. On tire. Putain, on va taper, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? 10 degrés d'assiette. Pourquoi l'avion est-il tombé comme une pierre cette nuit-là? Cet Airbus, un A330-200, est un appareil réputé fiable. Un modèle d'avion qui n'avait jamais eu d'accident auparavant. Et la compagnie Air France est l'une des plus réputées au monde. Quant à l'équipage, il était constitué de 3 pilotes expérimentés. Les 3 pilotes étaient dans le cockpit. Nous avions à ce moment-là la compétence maximale au sein du cockpit de cet avion d'Air France. Air France et Airbus sont mis en examen pour homicide involontaire. 228 personnes sont mortes dans le crash. Et la justice cherche les responsables. La compagnie, les pilotes ou l'avion? Vous savez ce que c'est qu'un manche d'Airbus? Un joystick d'ordinateur, c'est pas du tout une colonne, un machin comme ça. C'est une merde, vous sentez rien. Certaines règles élémentaires de pilotage n'ont pas été appliquées. S'agit-il d'une erreur de pilotage ou d'une défaillance technique? Presque 3 ans après le crash du vol AF447, notre enquête révèle ce qui s'est réellement passé. C'est bon, j'ai les commandes. Tout
Tout commence quand le pilote automatique se déconnecte. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Le pilote automatique ne reçoit plus aucune information sur la vitesse de l'avion. Car à l'extérieur, les capteurs permettant de calculer la vitesse sont givrés. Ce sont les sondes pitot. Sur un Airbus A330-200, il y a 3 sondes pitot comme celle-ci sur la carlingue. Ce sont de simples tiges trouées dans lesquelles l'air s'engouffre. C'est ainsi qu'est mesurée la vitesse de l'avion. Cette nuit-là, elles sont tombées en panne. Pourquoi le constructeur installe-t-il des instruments aussi sensibles au froid sur les avions? Nous nous rendons chez le constructeur de l'appareil, Airbus à Toulouse. L'interview se fait à bord d'un A380 entièrement dédié aux essais en vol. Le chef pilote nous explique que c'est la seule technologie existante pour mesurer la vitesse. Et surtout, il ne voit pas comment échapper au risque de givrage. Les pitot, par définition, givrent. Quel que soit le pitot que vous mettiez, à partir du moment où c'est un trou qui se balade dans l'atmosphère, il récupère des choses. Mais tant qu'on a des pitots classiques, ils vont givrer. Des pitots qui ne givrent pas, ça n'existe pas. Ce type d'incident arrive de temps en temps et de nombreux pilotes du monde entier ont déjà dû faire face à des givrages de sondes pitot. Nous avons voulu demander à Air France son avis sur ces incidents de sonde. Mais la compagnie aérienne a refusé toute interview, prétextant l'enquête judiciaire en cours. Une enquête judiciaire qui révèle pourtant dans ce rapport que 19% des pilotes confrontés au givrage des sondes se sont dit très stressés par l'événement. Pour 19% des pilotes, le stress a été fort. L'équipage a jugé la situation difficile. C'est probablement ce stress que rapidement les 2 copilotes de la F447 ont dû ressentir. Connaissaient-ils ce type de risque? Avaient-ils été formés pour y répondre? On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu les vitesses alors? Malgré les consignes de silence d'Air France, un pilote a accepté de répondre à nos questions à visage caché. Il affirme que des pilotes avaient alerté la compagnie sur les pannes des sondes pitot. Ce que les pilotes déplorent, c'est qu'il y a eu presque 8 incidents précédant le Rio impliquant ces phénomènes de givrage de sondes et de situations difficilement contrôlables, en tout cas reportées comme très difficilement contrôlables par les pilotes, dont des pilotes instructeurs qui ont informé leur hiérarchie, qui ont expressément demandé à ce qu'il y ait des simulateurs dédiés, puisqu'ils se sont fait très peur lors de ces incidents. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits, ou en tout cas trop tard. D'après ce document que nous nous sommes procurés, ce ne sont pas 8, mais 12 équipages Air France qui ont eu à faire face à un givrage de sondes pitot à haute altitude durant les 12 mois précédents. Tous ont rédigé à leur retour des rapports d'incidents transmis à leur chef de service. Alors, la compagnie a-t-elle réellement pris la mesure du risque et prévenu ses équipages du danger? Pour tenter d'obtenir une réponse, nous allons à Roissy. Air France est le principal syndicat des pilotes refusant de s'exprimer. Nous allons rencontrer un autre syndicat, minoritaire au sein de la compagnie. À peine installé dans un bureau, nous croisons un commandant de bord. Il ne sait pas que la caméra tourne. Nous en profitons pour recueillir un témoignage spontané. Nous lui montrons ce document de 2 pages, rédigé par la sécurité des vols d'Air France. Le texte informe les équipages des givrages à répétition des sondes pitot. Il a été distribué dans leur casier en novembre 2008, 6 mois avant l'accident. Air France mentionne un nombre significatif d'incidents. En majuscule à la fin, soyons vigilants. Vous vous rappelez l'avoir reçu? Oui, bien sûr. Mais je reconnais que ça m'a pas interpellé. C'est pas percutant du tout. Bon, ça donne pas grand-chose sur la difficulté. On a tellement d'informations qu'on a du mal à les gérer. Nos casiers,
pour une information. Nous, on s'est couvert. Alors ça, c'est les papiers qui couvrent. C'est-à-dire que l'entreprise a fait ce qu'il fallait. Mais elle ne vérifie pas que l'information est arrivée au pilote. Air France a-t-elle suffisamment alerté ses pilotes? Si la compagnie refuse de s'exprimer, l'un de ses pilotes accepte de nous recevoir. Son statut de syndicaliste lui permet de s'exprimer dans les médias sans l'accord de son employeur. Bon, c'est par là? C'est par là. Bon, merci de nous recevoir. Ils ne sont pas très causants, vos collègues, sur le sujet de la F447. On va essayer de donner quelques informations. Air France a eu 12 incidents et a rédigé ce document de 2 pages. Dans le même temps, Air Caraïbes a fait une note justement sur le givrage des pitots. Air Caraïbes, une autre compagnie française, a elle aussi été confrontée à des givrages des sondes pitot. Et elle a réagi d'une toute autre manière. La compagnie a rédigé ce dossier de 13 pages pour ses pilotes. Et elle a choisi de remplacer les pitots par un autre modèle, censé poser moins de problèmes. Pourquoi Air France n'a-t-elle pas appliqué le même principe de précaution? Si vous avez 5 avions, vous pouvez changer les pitots en un week-end. Quand vous avez une flotte de 300 avions, pour changer les pitots, il vous faut beaucoup plus de temps parce qu'il vous faut les pièces. Vous ne pouvez pas modifier tous les avions au sol au même moment, etc. Donc c'est là où il nous faudrait la réaction d'une compagnie comme Air Caraïbes, mais dans une structure à plusieurs centaines d'avions. Mais ça, ce serait le monde idéal, quoi. Nous avons vérifié les chiffres. Chez Air France, ce ne sont pas 300, mais 30 appareils qui étaient alors concernés par les incidents de sondes pitot. Il y a donc peut-être une autre raison pour expliquer que la compagnie ne les ait pas changés plus tôt. Ancien responsable des facteurs humains chez Air France, Pierre Essette reconnaît ici une logique bien connue dans le milieu industriel. Le risk management, c'est-à-dire l'arbitrage entre les risques. Forcément, il y a eu des réunions et des risques acceptés et non acceptés et des dépenses acceptées et non acceptées. Et forcément, puisque nos managers sont des hommes, sont quelque chose d'humain, sont dans l'humain, forcément, leur perception des choses est très différente après un accident qu'avant. Et c'est tout à fait ça. Et donc, la dépense qui paraissait superflue, inutile, exagérée avant, devient, il faut faire quelque chose, donc on y va, quoi. Voilà. Donc ce sont des gens qui arbitrent entre un risque possible et des dépenses qui permettraient d'éviter ce risque. Comment ? Un risque possible et une dépense certaine. C'est ça qu'il faut bien voir. Un risque possible et assumé par Air France. Voilà ce qui révolte Gérard Arnoux. Ce pilote de la compagnie aérienne française prend la défense de ses confrères. Pour lui, l'avion était défectueux et c'est là la cause de l'accident. On est bien d'accord que les pilotes sont entraînés à gérer les pannes. Le défaut, c'est une autre affaire. Le défaut, c'est de faire voler un avion avec quelque chose qui n'est pas normal, de façon durable dans le temps. Le défaut, il peut être ponctuel et on le corrige. Là, le défaut des sondes pitot, je vous rappeler quand même qu'il perdure depuis tellement longtemps que tout le monde le sait. Gérard Arnoux assiste bénévolement l'une des avocates des familles de victimes dans le procès qui devra déterminer les responsabilités. Non mais c'est intéressant, on est dans le sujet là. Sa stratégie, que la justice reconnaisse le givrage des sondes pitot comme une défaillance technique et surtout comme la cause principale de l'accident. Tout à fait. Est-ce qu'on a mis entre les mains des pilotes des machines qui étaient fiables? Enfin, si ces sondes pitot n'avaient pas givré, si on ne savait pas donner des fausses indications de vitesse, on n'en serait pas là. À l'automne dernier, au Palais de justice de Paris, la juge chargée de l'enquête reçoit les familles des victimes. Le pilote d'Air France et l'avocate entendent bien questionner la juge sur l'implication des sondes pitot et donc d'Airbus dans le crash. Mais 3 heures plus tard, déception. La juge vient d'annoncer que le gel des sondes pitot n'est pas la cause de l'accident. Rapport d'experts à l'appui. D'abord, on est très surpris, mécontent et fâché de ce qu'il n'y aura plus rien sur les sondes pitot et il n'y aura pas d'autres analyses, a priori, contrairement à ce que nous avons tous demandé sur les sondes pitot. Moi, j'ai le sentiment désagréable que dès qu'on vient sur ce terrain,
dès qu'on vient sur le terrain du fonctionnement de la machine, on a une rétraction collective de tous. Gérard Arnoux fait référence aussi à l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui refuse de répondre aux questions de la justice française. L'avocat du SNPL, le principal syndicat de pilotes de ligne français, souhaiterait lui aussi interroger l'agence sur les sondes Pitot. C'est extraordinaire comment un organisme qui a une responsabilité première à ce niveau-là refuse de répondre à des questions simples. Qu'est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait que les Pitot givraient? Comment le savait-il? Depuis quand? Est-ce qu'ils ont préconisé des mesures? Est-ce qu'ils ont eu des échanges avec le constructeur? Des questions qui sont des questions, évidemment, qu'on se pose dans une circonstance pareille et pour lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Nous partons donc pour l'Allemagne afin de rencontrer un représentant de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Nous souhaitons, nous aussi, connaître la position de la plus haute autorité aéronautique européenne sur cette question des Pitot et de leur implication dans l'accident. Nous voici à Cologne, au siège de l'EASA. En tant qu'institution européenne, l'agence estime ne pas avoir à répondre à la justice française. Mais un dirigeant accepte de nous donner la position de l'agence sur la mise en cause des sondes Pitot. C'est une panne dans notre jargon, qui est une panne de niveau 2 sur une échelle de 4, 1 étant une panne tout à fait mineure et 4 une panne à conséquences presque dramatiques. Donc ça veut dire que le givrage des sondes Pitot n'est pas une cause de l'accident de la F447? Je veux dire que les Pitot en tant que cause de l'accident n'a jamais été pour nous une cause clairement identifiée de l'accident. C'est pour ça que nous attendions effectivement plus d'informations. Lors de cet accident, oui, les Pitot ont givré, mais ils ont ensuite dégivré. Après, ce qui s'est passé dans le poste de pilotage est quelque chose que nous, à l'heure actuelle, sur lequel je ne peux pas me prononcer. C'est franchement, nous ne sommes pas enquêteurs, une fois de plus. Il y a un certain nombre de conditions, effectivement, que seuls les enquêteurs du BA peuvent analyser. Le givrage des sondes Pitot ne serait pas la cause du crash. C'est donc dans le cockpit, avec les pilotes, qu'il faut chercher. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Quand les pilotes perdent leurs indications de vitesse, le plus jeune a ce réflexe. Il tire sur le manche et fait monter l'avion. C'est ce que l'on appelle un ordre à cabrer. Et pour Airbus, ce geste est incompréhensible. Le genre de situation qui a été rencontrée est une situation qui n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, quand vous perdez les indications de vitesse, je crois que c'est en croisière, c'est la procédure la plus simple à appliquer. Il faut faire rien. Et il va continuer à voler comme ça pendant encore très longtemps. Un geste incompréhensible, surtout au-dessus de 10 000 mètres. À cette altitude, l'avion flirte avec le coffin corner. En français, le coin du cercueil. C'est le sommet de ce cône qui symbolise l'enveloppe dans laquelle l'avion peut voler. Sous l'effet du manche tiré en arrière, l'Airbus A330 se cabre et finalement va sortir du cône. À cet instant, les filets d'air cessent de porter l'appareil et il tombe, il décroche. Comment expliquer le geste du copilote qui a tiré sur le manche? Pour répondre à cette question, nous avons donné rendez-vous à un passionné d'aviation. Nous le retrouvons à l'aérodrome de Dreux, à 80 km de Paris. Il s'appelle Jean-Pierre Otelli, il est pilote et aussi instructeur. Vous en êtes à combien d'heures de vol? J'approche les 15 000, là. 14 800, juste comme ça. Jean-Pierre Otelli a accepté de nous montrer ce que tous les pilotes du monde apprennent dès leur première leçon de pilotage. Et Papa Alpha, on roule derrière. Jean-Pierre Otelli va donc tirer sur le manche pour faire décrocher son avion et ensuite rattraper ce décrochage. Nous sommes en vol de croisière, j'exerce une traction sur le manche brutale, très brutale. L'avion se cabre. Là, il va décrocher.
il décroche. Corrige le décrochage en mettant une action franche sur l'avant. Voilà. Et on le rattrape. Nous sommes sortis du décrochage. Jean-Pierre Otelli vient de nous montrer pourquoi un avion décroche et comment le récupérer. À présent, l'instructeur va reproduire les gestes du pilote de la F447. Nous sommes en croisière stabilisée. Je vais exercer une action brutale sur le manche à cabrer. C'est parti, le manche part sur l'arrière. Arrive en butée arrière. L'avion décroche. Et là, je maintiens le manche en secteur arrière. Je le maintiens et l'avion commence donc à buffeter. Il y a des vibrations assez fortes. J'essaye de le maintenir, j'ai toujours le manche sur l'arrière. Maintenir le manche en arrière, ce fut précisément l'action du copilote durant presque tout le temps de la chute. Je l'empêche de repartir. La vitesse est d'environ 100 nœuds. L'avion ne veut pas toujours partir. Tant que je ne rendrai pas la main, tant que je ne mettrai pas le manche sur l'avant, il refusera de partir. Je vais maintenant sortir du décrochage en exerçant une action sur le manche vers l'avant à piquer. Et rapidement, les choses redeviennent normales. Jean-Pierre Otelli a poussé sur le manche et évité le crash. Il faut bien savoir que ce sont des lois de l'aérodynamique qui sont valables pour tous les types d'avions, que ce soit pour un ULM, un Robin d'Aéroclub, un avion de compétition, un Airbus ou un Boeing. La démonstration est implacable. L'Airbus a décroché parce que le copilote a majoritairement maintenu son avion à cabrer jusqu'à l'impact. Comment vous expliquez l'ordre à cabrer comme ça du copilote? Honnêtement, la panique, le stress, la réaction incontrôlée, cette réaction instinctive qui est la réaction de tout jeune pilote qui voit son avion qui va et il met le manche au ventre. Dans une voiture, vous arrivez sur une plaque de glace, la première réaction du gars qui n'y connaît rien, il freine. Le plus logique, c'est de freiner. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas toucher au frein. Le jeune copilote a-t-il commis une erreur de débutant? Comme sur le reste, Air France refuse de répondre. Mais un ancien haut dirigeant enregistré à son insu ne cache pas son désarroi. Aucun pilote ne met une assiette importante à haute altitude. C'est ça que je comprendrai jamais, quoi. Je comprends jamais. Pourquoi il y a eu cet ordre à cabrer, quoi? Je comprends pas. Aucun pilote, de quoi ont-ils eu peur? C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Complètement fou. Parce que, monsieur Amadeo, quand on se retrouve dans un truc comme ça, on fait rien. On fait rien, puis on attend que ça se passe, quoi. Mais vous, cet accident, il est dû à quoi, alors? J'en sais rien, je comprends pas. L'équipage, il a pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il a pas compris, voilà. Pourtant, pendant quelques instants, l'autre copilote semble mieux interpréter la situation. Fais attention à ta vitesse. Tu stabilises. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter selon lui, tu montes là, donc tu redescends. D'accord. Il donne quelques bons conseils au copilote, mais ne s'empare pas pour autant des commandes. Une réaction surprenante, puisqu'il est plus expérimenté que son confrère. On peut penser qu'il n'a pas pris en main la situation, où il pensait que c'était pas à lui de prendre en main la situation, parce que c'était pas son rôle à ce moment-là. Vous êtes dans la même situation, qu'est-ce que vous faites? Et quand je suis sûr de moi, et que je sais que la chose à faire, c'est en l'occurrence de pousser sur le manche, ce serait le pape, je fais quand même. C'est-à-dire, je lui dis une première fois, et si là j'ai pas la réponse, je prends la priorité et je lui dis c'est moi qui les commande et on arrête les bêtises. Au lieu de cela, l'autre copilote s'acharne sur la sonnette pour réveiller le commandant de bord. Putain! Et pendant ce temps, le copilote aux commandes, lui, continue à tirer sur le manche. L'avion est alors en train de sortir de son domaine de vol. À cet instant, l'avertisseur de décrochage retentit. Il va sonner 74 fois en moins d'une minute. Le rapport du BEA est formel. Aucun des pilotes n'a fait référence à l'alarme de décrochage. Pourtant,
c'est le moment où l'avion commence à chuter. Une absence de réaction incompréhensible pour le chef pilote d'essai d'Airbus. Ce qui doit exister dans le cerveau reptilien de chaque pilote, le cerveau reptilien, je veux dire, ce qui est ancré au plus profond des réflexes de pilotage, c'est j'entends un avertisseur de décrochage et je rends la main immédiatement. Vous voyez, on a un manche pour piloter. Lorsque l'avion approche du décrochage, il ne faut surtout pas tirer sur le manche, il faut pousser sur le manche pour le faire sortir de la situation de manche. La réponse à l'avertisseur de décrochage, ça doit être quelque chose de fondamental que tous les pilotes doivent savoir tout le temps, dès le premier jour. On ne peut pas discuter là-dessus. Et ce n'est même pas une question d'entraînement récurrent sur tel ou tel type d'avion. C'est vrai tout le temps, sur tout type d'avion. Mais inexorablement, l'avion décroche et l'alarme continue de retentir. Pour l'équipage, visiblement, le problème est ailleurs. On a pourtant les moteurs là. Je comprends pas ce qui se passe. Gérard Arnoux, le pilote d'Air France, admet le mauvais geste de son confrère. Mais il n'est pas à court d'arguments pour le défendre. Cette fois, il incrimine l'indicateur de vitesse d'Airbus. Le pilote câble l'avion et amène l'avion au décrochage, nous sommes d'accord, ça oui. Pourquoi? Parce qu'il a une vitesse trompeuse sous les yeux. Pourtant, au moment où l'avion décroche, les pitot ont dégivré et l'indicateur de vitesse fonctionne à nouveau. Elles reviennent à un moment, les vitesses? Oui, les vitesses reviennent. Ouais. Là, vous avez raison. Vous avez un détecteur de bonne vitesse dans l'avion? Comment il peut le savoir, mais... Comment vous savez que c'est les bonnes? Vous avez que des mauvaises depuis 3 minutes. Il voit tout ça. Comment vous savez que c'est les bonnes? C'est pas un truc, un fleuve tranquille là-haut. Qu'est-ce que vous me faites marrer là? Vous croyez que c'est cool? Non, des fois c'est pas cool du tout. Pourtant, à cet instant, les pilotes disposent de toutes les informations nécessaires pour comprendre le décrochage. L'alarme, un horizon artificiel indiquant une position cabrée et la perte d'altitude. Face au mutisme d'Air France, nous appelons Pierre-Henri Gourjon, directeur général exécutif au moment de l'accident. Et nous enregistrons cette conversation à son insu. Cet ancien pilote de chasse confirme l'explication de Gérard Arnoux. Les pilotes ne faisaient plus confiance à leurs instruments de bord. Ils restent convaincus que l'avion a autre chose et qu'il n'a pas d'indication. Ils sont centrés sur le fait qu'il n'y a aucune indication, il n'y a aucune valeur, rien n'est fiable. Ils disent on n'a plus rien, on n'a pas d'indication. Ils comprennent plus d'ailleurs très bien pourquoi ils sont en position de monter et pourtant ils descendent. Ils descendent et l'alarme martèle stall, stall. Décrochage, décrochage. On a pourtant les moteurs là. Je comprends pas ce qui se passe. L'alarme sonne pendant 54 secondes. Elle retentit à 74 reprises. Donc, il faut bien savoir que l'alarme décrochage, c'est pas une petite sonnerie, c'est une énorme voix grave, puissante, je dirais même effrayante, qui retentit dans le cockpit, et que cette alarme, elle est prioritaire sur toutes les autres alarmes. Elle fait taire toutes les autres. L'alarme de perte d'altitude, l'alarme du pilote automatique déconnecté, tout ça se tait pour ne laisser qu'une seule alarme, l'alarme de décrochage. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que c'est la situation la plus grave dans laquelle un équipage peut se retrouver. Pourquoi aucun des deux pilotes n'a-t-il réagi à cette alarme gravissime? Le commandant de bord d'Air France, Jean-François Huzen, n'est pas surpris. Quand on fait des exercices au simulateur de vol, quand vous avez une alarme et que vous êtes en situation de stress ou de ce qu'on appelle une tunnelisation, vous êtes capable de ne pas entendre un son. C'est-à-dire que un instructeur qui est derrière, qui lui voit les choses avec le recul, entend un son et ça devient peut-être même pénible à la fin d'avoir un son très fort. Un équipage qui est pris dans une situation où il ne comprend pas forcément ce qui se passe instantanément, peut passer à travers une alarme forte. Et donc, après coup, on se dit, ça c'est surprenant qu'il ne l'ait pas entendu, mais il faut se remettre dans la situation à leur place, quoi. L'ancien responsable d'Air France pose une autre question. L'alarme est-elle à la hauteur du danger qu'elle annonce?
Pour moi, c'est pas une alarme qui est compréhensible par un cerveau humain en état de stress. Ça, vous voulez c'est dire évident. que les alarmes, qui sont le seul moyen de signifier à un pilote que quelque chose de grave se produit, tout ce système d'alarme n'est plus efficient? Je n'irai pas jusque-là, mais j'allais dire, maintenant, avec la multiplication d'alarmes telles qu'on a dans notre vie, c'est évident qu'il faut essayer peut-être de repenser ces alarmes sonores de manière à trouver, j'allais dire, sur un cerveau en état de stress. Encore une fois, sur un cerveau en état de stress. Pas avec des gens autour d'une table tranquillement en train d'étudier. Il faut trouver quelque chose d'efficace. L'équipage n'a donc pas réagi à l'alarme sonore. Mais comment a-t-il pu, en plus, ignorer les sensations physiques liées au décrochage de l'avion? Car les pilotes de la F447 n'ont pas pu échapper à ce que l'on appelle le buffeting. Le buffeting, c'est une vibration à fréquence assez basse de l'ensemble de l'avion qui secoue. Quand on décrit, on utilise un terme anglais, on dit qu'il est déterrante, c'est-à-dire il est effrayant. Et un buffeting déterrante, c'est un signe que tous les pilotes doivent connaître et qui, pour leur dire, ne va pas plus loin. Les violentes vibrations de l'appareil indiquaient donc le décrochage de l'avion. Et pourtant, pas un mot ne fut prononcé à ce sujet dans le cockpit. Je comprends pas ce qui se passe. Gérard Arnoux, le pilote d'Air France, a encore une fois une explication. Ça se sent, oui, ça se sent en ciel clair et calme. Quand vous êtes dans des turbulences, que l'avion il est un peu ballotté, etc., et puis ça arrive tous les jours, je veux dire, quand vous êtes dans les turbulences cabotées, allez faire la différence physiquement, de nuit, entre l'approche du décrochage et la turbulence atmosphérique. C'est très difficile, c'est impossible de faire. Comment le savoir? Mais ce que ne dit pas Gérard Arnoux, c'est que tous les pilotes de ligne apprennent à reconnaître le buffeting en simulateur. Cela fait partie de leur formation de base. C'est pas possible qu'il l'ait pas perçu. C'est immanquable. Ça secoue très fort. Il faut maintenant tenter d'expliquer l'inexplicable. En juillet 2011, devant les caméras du monde entier, le bureau d'enquête et d'analyse français lance une initiative inédite. J'ai décidé de créer un groupe facteur humain qui va étudier le comportement et les actions du pilote en s'entourant de spécialistes en ergonomie, en sciences cognitives, psychologues et de médecins spécialistes en aéronautique. Ce groupe devra également essayer de comprendre le comportement du commandant de bord. Je comprends pas ce qui se passe. Cela fait maintenant 1 minute et 37 secondes que les deux copilotes sont livrés à eux-mêmes. Putain, j'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Le commandant de bord avait-il le droit de quitter le cockpit? J'ai l'impression qu'on a de la vitesse. Voici ce que dit le règlement d'Air France. L'équipage de base peut être renforcé par un ou plusieurs personnels navigants techniques afin de permettre la prise de repos hors du poste de pilotage. Le commandant de bord peut donc se reposer quand il le souhaite. C'est ce que nous confirme ce pilote d'Air France. Il y a 3 tours de repos. Le commandant de bord, en général, choisit le repos qu'il souhaite. Donc il a pris la décision de prendre ce repos-là. Bon, je vous dirais qu'on vole régulièrement avec dans des configurations nuageuses, etc. Bon, les pilotes qui sont devant sont aptes à gérer normalement la situation. On est formé pour ça. On est en climb. Putain! C'est la 4e fois que le copilote appelle d'urgence le commandant. Putain, il vient ou il vient pas? Il fait sonner une petite alarme dans la couchette située juste derrière la paroi du cockpit, là où est censé se trouver le commandant. Et pendant ce temps-là, l'avion continue sa chute. Hervé Labarthe est un ancien commandant de bord d'Air France. Oui. Il essaye de comprendre pourquoi son collègue n'a pas regagné le cockpit plus rapidement. S'il n'est pas revenu au premier coup de sonnette, c'est qu'il n'a pas entendu de coup de sonnette, donc il n'était pas au poste repos. Ça n'a rien de l'anormal. Vous venez de passer 3 heures dans un cockpit, vous allez dire j'ai 3 heures devant moi pour prendre un peu de repos, m'allonger,
Eh ben oui, vous allez vous rafraîchir aux toilettes, vous allez boire un verre d'eau dans le galet, vous discutez peut-être avec une hôtesse. Puisqu'il n'était pas dans le poste de repos, il n'a pas entendu la sonnette. Alors pourquoi est-il revenu dans le cockpit? Ben, tout simplement parce qu'il a senti que ça n'allait pas dans l'avion. Putain, on est où là? C'est quoi là? J'ai l'impression qu'on a de la vitesse. Futé là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion là. On comprend rien, on a tout tenté. Hein? D'accord. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À cette question, le commandant de bord reste sans voix. Que dire de ce manque de réaction? Jean-Pierre Otelli, le pilote instructeur, se montre sévère. Moi, personnellement, je ne la comprends pas, l'attitude du commandant. Je ne comprends pas comment un commandant de bord qui a 4 galons sur les épaules, qui est responsable d'un avion, qui a derrière lui de plus de 200 personnes, arrive dans un poste de pilotage et découvre ses 2 copilotes qui lui disent « on a perdu le contrôle de l'avion, on ne sait pas quoi faire ». Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit entre deux et il ne donne même pas de conseils, il constate. Jean-Pierre Otelli a demandé à d'autres commandants de bord ce qu'ils auraient fait à sa place. Tous, absolument tous, m'ont dit la chose suivante. Moi, un d'entre eux m'a dit, je l'attrape à un copilote par le cou, je le vire de la place et je m'assois et je reprends les commandes. On est quoi là? On a quoi là? Putain, mais c'est pas possible. En LT, on a quoi? Le commandant de bord était-il en pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques? Dans quel état d'esprit a-t-il abordé ce vol? Pour tenter d'en savoir plus sur les heures qui ont précédé le drame, il faut aller à Rio de Janeiro. Une escale convoitée par les personnels navigants d'Air France. Les équipages ont le temps pour récupérer entre le vol aller et le vol retour. Ils peuvent également se distraire. L'hôtel Sofitel, avec accès direct sur la plage de Copacabana, c'est ici que descendent tous les équipages Air France. Celui du vol 447 est arrivé le jeudi 28 mai, en tout début de soirée. Quartier libre pendant 3 jours. Le dimanche 31 mai, quelques heures avant le vol retour vers Paris, le commandant Dubois, une ancienne collègue d'Air France, son jeune copilote et sa compagne décident de survoler en hélicoptère la baie de Rio. Nous avons retrouvé le guide qui les accompagnait ce jour-là. Il témoigne un visage caché et se souvient avoir trouvé le commandant de bord plutôt fatigué. Je me rappelle qu'il parlait d'une chose qui m'a fait voir, un peu fatigué, pour conduire l'avion. Et je dis non, ma fille, pas dormir. Et les autres deux faisaient non, non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas correct. Tous les 3 doivent être dans le même vol. Et un peu endort, l'autre un peu endort, l'autre un peu endort. Ce témoin n'a jamais été entendu par les enquêteurs. Si le commandant était fatigué à ce point, avait-il la possibilité de refuser de décoller de Rio le soir même? Nous avons posé la question à l'ancien responsable des facteurs humains d'Air France. Il y a un texte très clair qui date de 1992 qui dit que tout personnel navigant, donc ça déborde même les pilotes, puisque ça concerne aussi hôtesses et stewards, qui sont dans un état de fatigue, disons qui ne lui permet pas d'assurer complètement la sécurité, doit ne pas piloter. Donc ça c'est le texte. Et puis, il y a la réalité des choses. Et donc, c'est évident que vous avez cette pression temporelle et cette pression sociale et professionnelle qui vous pousse à y aller quand même et à se dire « Bon, c'est vrai, je suis fatigué, mais bon, sur un vol normal, j'ai 2 copilotes, on est 3, j'ai une certaine confiance, l'avion est bon, allez, on va rentrer, et puis après, je me reposerai. » Fatigué ou pas, en tout cas, pour Hervé Labarthe, le commandant Dubois affiche un manque de réaction disons étonnant. Je pense qu'il n'est pas à son affaire. Dans l'avion, on le voit. Écoutez, c'est terrible à dire, mais c'est quoi la conversation? C'est quoi? T'as mis le truc? Le quoi? Il n'est pas là. Il n'est pas dans le cockpit. À son retour, le commandant ne peut que s'en remettre à ses 2 copilotes pour évaluer la situation. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion là. On comprend rien, on a tout tenté. Hein? Les 2 hommes sont très stressés et ne lui transmettent aucune information fiable. Quand
quand le commandant de bord arrive dans le poste de pilotage, les choses sont extrêmement confuses pour lui. Il a malheureusement pas le début du film. Il regarde et il essaye d'analyser ce qui se passe. Il n'a pas tout l'historique de ce qui s'est passé avant. Il ne sait pas comment s'est passée la panne du pitot, l'alarme stall, à quel moment s'est produite, pourquoi, comment. Je suis à fond, hein, du gauchissement. L'alarme de décrochage s'est arrêtée 4 secondes après le retour du commandant de bord dans le cockpit. À ce moment-là, l'avion tombe et n'avance plus. Sa vitesse devient anormalement faible. L'ordinateur de bord la juge incohérente et ne la prend plus en compte. Mais lorsque l'avion reprend de la vitesse, l'alarme se déclenche à nouveau. Ce mode de fonctionnement de l'alarme a-t-il pu tromper les 3 hommes? C'est l'avis du pilote d'Air France, Gérard Arnoux. Le gars, il pousse, qu'est-ce qu'il entend? Stall. C'est le contraire qu'il devrait entendre. Alors merde, je pousse et c'est stall. Je comprends plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils le disent, mais je comprends rien, quoi. Il pousse stall. Alors il se dit, bon, bah, je tire, on va bien voir ce que ça va faire. Je tire, ah tiens, ça s'arrête. Génial. Miracle. Je repousse stall. Je retire, ça s'arrête. Plusieurs fois pendant la descente. Nous avons voulu vérifier si Gérard Arnoux disait vrai. Nous avons analysé dans le rapport du BEA les actions du copilote sur son manche pendant la période où l'alarme a fonctionné par intermittence. Celle-ci s'est déclenchée 10 fois. À 2 reprises seulement, elle coïncidait avec le bon geste du copilote, à savoir pousser sur le manche. L'implication réelle de l'alarme dans ce drame reste donc à établir. Le jour de la conférence de presse du bureau d'enquête et d'analyse, la question a d'ailleurs été posée au directeur de l'enquête. Est-ce que les pilotes ont été trompés par cette alarme erratique? On regarde ce fonctionnement de l'alarme de décrochage dans ces conditions. Quelle a pu être la compréhension dans cette phase de vol? Les vitesses redeviennent valides lorsque l'avion pique et lorsqu'il retire sur le manche, l'alarme disparaît du fait que les vitesses deviennent invalides. Oui, ça a pu, c'est quelque chose qu'on va regarder à travers le groupe facteur humain. Les experts du BEA devront répondre à cette question. Mais d'autres interrogations demeurent. Par exemple, à cet instant du drame, l'équipage pouvait-il encore sauver l'avion? On ne sait pas. Peut-être pas, mais peut-être oui. Mais on ne pourra jamais répondre à cette question parce qu'on ne connaît pas l'aérodynamique de cet avion dans ces conditions-là qui sont complètement inouïes. On n'avait jamais imaginé qu'on puisse aller si loin dans le décrochage pendant si longtemps, 54 secondes, en laissant la vitesse chuter si bas. De toute façon, on n'imaginait pas qu'on puisse aller là-bas. Et même si on avait imaginé, il est impossible en essai d'aller essayer l'avion dans de telles conditions. On fait ça avec des avions de chasse, on fait ça avec des avions de voltige, parce qu'on sait que dans leur utilisation, ils sont amenés à faire ce genre de choses. Mais avec un avion de transport, c'est inouï. Dans les derniers instants du drame, les 3 pilotes ont multiplié les ordres contradictoires. Monte, remonte! Je suis à fond accabré là depuis tout à l'heure. Non, remonte pas, non. Alors descends. Alors les commandes. À moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Une alarme alerte les pilotes qu'ils sont tous les deux aux commandes. Mais paralysé, le copilote de droite reste accroché à son manche et neutralise les actions de son collègue. La confusion dans le poste de pilotage est totale. C'est ce que nous confirme un pilote syndicaliste d'Air France qui, lui aussi, refuse de s'exprimer face caméra. Là, on voit bien qu'à un moment, le pilote de gauche prend les commandes, d'accord? Mais il ne sait toujours pas ce que fait l'autre. C'est que chacun veut essayer de s'en sortir et donc chacun essaye de comprendre. Il n'y a peut-être pas la cohésion, mais une fois de plus, assis dans un salon ou devant une télé, on va dire, ah oui, quand même, ils sont mauvais. Et de nombreux pilotes d'Air France ajoutent qu'ils préfèrent voler sur Boeing, où les 2 manches sont coordonnées. Alors que sur Airbus, ils sont indépendants et hors du champ de vision de l'autre pilote. Voici la réponse du constructeur européen. Lorsqu'un pilote agit sur son manche, l'avion réagit, répond aux manches, et le pilote qui ne pilote pas voit l'action de son collègue par la réaction de l'avion.
Et dans le cas de l'accident, on voit bien que le pilote qui ne pilote pas voit l'action de son collègue, puisqu'il lui dit « attention, tu montes, ne monte pas ». Donc il voit bien que le pilote de l'autre côté a tiré sur le manche. Airbus affirme donner le meilleur de la technologie existante pour garantir la sécurité des vols. Mais de nombreux pilotes, dont Jean-François Huzen d'Air France, ont l'impression que la machine a pris leur place. La philosophie d'Airbus, c'est d'avoir des calculateurs qui maintiennent l'avion dans ce qu'on appelle l'enveloppe de vol, c'est-à-dire pour que l'avion puisse voler. Ce qui fait que s'il va trop vite, ou s'il ne va pas assez vite, ou s'il s'incline trop, les calculateurs évitent et corrigent ou limitent les ordres du pilote. C'est la machine qui corrige les erreurs éventuelles du pilote. Voilà, la machine corrige les erreurs éventuelles du pilote, exactement. Dans 99% des cas. Descends! Tu descends! Non, tu montes là! Là, je monte, là. Mais quand survient l'imprévu, c'est au bout du compte au pilote de réagir. L'équipage a peut-être été victime de ce que les Américains appellent une addiction aux automatismes. On va arriver au niveau 100. Elle réduit la capacité de réaction des pilotes. 9000 pieds. Doucement avec le ballonnier là. Montre, 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 montre! Est-ce que c'est pas un effet pervers de la philosophie Airbus qui finalement a cherché à mettre des protections partout et qui finalement se retrouve avec des pilotes qui ne supportent plus qu'il leur arrive quoi que ce soit? Je ne sais pas si c'est la conséquence de la philosophie d'Airbus, mais il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut corriger ça. Un pilote, le matin quand il se lève, il doit se dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et est-ce que je me sens d'attaque pour faire face à ce qui va m'arriver aujourd'hui. Pour encore très longtemps, on aura toujours besoin des pilotes pour faire face à des situations de panne, à des situations dégradées et pour les gérer, ces situations. Donc la seule chose qu'on a à faire pour encore longtemps, c'est d'entraîner les pilotes à leur métier. Dans son rapport de juillet 2011, le Bureau d'enquête et d'analyse confirme un manque d'entraînement spécifique. Les copilotes n'avaient pas été entraînés au pilotage manuel, à l'approche et à la récupération du décrochage à haute altitude. Putain, on va taper, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? 10 degrés d'assiette. Après le drame, Air France a ajouté à la formation de ses équipages un nouvel exercice de pilotage, axé sur les conséquences du givrage à haute altitude. Avec nous sur ce plateau, Éric Schramm. Bonsoir. Éric Schramm, vous êtes le directeur général des opérations aériennes d'Air France. Vous êtes commandant de bord en exercice sur Boeing 777. Et c'est la première fois, on vous remercie d'ailleurs, que vous allez réagir sur un plateau télé depuis cette catastrophe, la plus importante de l'histoire d'Air France. En face de vous, Bernard Vaillot. Vous êtes le producteur du film, vous êtes journaliste, vous êtes également pilote privé et spécialiste des catastrophes aériennes. Merci également d'être avec nous. Éric Schramm, qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant notre enquête? Bon, ce film nous ramène instantanément au début du mois de juin 2009. Mes premières pensées vont bien évidemment à nos clients, à mes collègues pilotes et à mes amis PNC, personnes navigants commerciaux qui ont perdu la vie au cours de cette catastrophe. Et je voudrais adresser ma plus sincère compassion à toutes les familles des victimes. Ce que nous voulons, Air France, c'est faire que toute la vérité soit faite, toute la transparence nécessaire pour qu'un tel accident, pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais. Voilà ce que, bien évidemment, c'est extrêmement émouvant. Éric Schramm, vous êtes sur le plateau de Pièces à conviction ce soir, mais Air France a refusé de répondre aux questions pendant le tournage du documentaire. Pourquoi? Oui. Je vous rappelle qu'Air France a participé à la recherche de l'épave, en récupération des boîtes noires, et nous avons un devoir d'accompagner cette enquête. Il est du devoir d'une compagnie aérienne comme la nôtre de laisser l'enquête se dérouler. C'est pour ça que jusqu'à présent, nous n'avons pas participé à ce genre d'émission. Alors Air France et Airbus, pour être précis pour ceux qui nous regardent, doivent répondre d'homicide involontaire dans cette catastrophe. Pourquoi vous avez décidé de parler aujourd'hui?
c'est pas moi qui ai décidé de parler, c'est au plus haut niveau de l'entreprise, on a décidé d'être présent, parce que on pense maintenant que la politique de la chaise vide sur ce sujet-là est un petit peu gênant, n'est pas adapté. On s'aperçoit que le film qui est présenté n'est pas complet, il manque certains éléments. C'est une vision qui est partielle de l'événement, et je crois qu'il est important maintenant que l'on soit là pour recadrer un petit peu le sens du débat. Alors, c'est pour ça que vous êtes là ce soir et vous allez réagir avec Bernard Vaillot. Une réaction aussi, Bernard Vaillot, quand vous revoyez cette enquête que vous avez produite? Je dirais un peu comme Eric Schramm, c'est-à-dire que les 4 minutes et 20 secondes de reconstitution, alors je l'ai vu, je sais pas, 20 ou 30 fois, mais c'est épouvantable. C'est terrible parce que, et là, alors même si j'ai beaucoup moins d'heures de vol que vous, je suis quand même pilote privé, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est le cauchemar de n'importe quel pilote. Se retrouver dans une situation où à un moment donné, on ne comprend plus ce qui se passe et où on se retrouve impuissant. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, hein, dans ce déroulé de cette catastrophe. Tout a commencé par le gel des fameuses sondes Pitot qui donnent les indications de vitesse de l'appareil. Eric Schramm, est-ce que ces sondes Pitot, elles ont été changées? Est-ce que le risque perdure aujourd'hui? Il y a eu une modification des sondes Pitot faites sur les avions d'Air France et surtout les avions Airbus à l'issue de l'Air France 447. Et nous n'observons plus, maintenant, d'événements similaires. Alors, je voudrais revenir sur un petit détail qui a été dans le film, si vous me permettez. C'est un ancien pilote d'Air France qui dit, pour des problèmes de coût, non, madame, il n'y a absolument pas de problème de coût. Une sonde Pitot, ça vaut 1 500 €. Et jamais, à Air France, nous ne mettons en face de la sécurité des vols des problèmes de finances. Jamais. Donc, ce qui est dit dans le reportage-là est faux. Alors, comment vous expliquez le délai d'attente alors? Parce que il y a l'histoire avec Air Caraïbes. Alors c'est vrai, ils ont une flotte moins importante qu'Air France, mais où Air Caraïbes a été beaucoup plus réactif. Et Air France, il faut attendre, malheureusement. Alors je crois que le changement du tube Pitot était en cours au moment de l'accident, mais ça s'est quand même étalé sur des mois. Air Caraïbes, effectivement, comme vous le dites, a changé ses sondes Pitot en septembre 2008. Air France a posé la question à Airbus. Airbus n'a pas conseillé Air France, a même déconseillé Air France de changer parce que les nouvelles sondes qui équipaient les ondes d'Air Caraïbes n'étaient pas performantes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, on est passé sur des sondes d'un autre modèle, d'un autre constructeur, un constructeur américain. Plus fiable? Depuis que le changement de ces sondes a été effectué sur tous les avions Airbus de la flotte Air France, nous n'avons plus eu un seul problème de givrage répertorié, de givrage de sonde. Alors, il ne parle pas de décrochage, il ne prononce pas le mot. Est-ce que ça aussi, ça vous a interpellé, Eric Schramm? Oui, ça, c'est remarquable lorsque l'on voit le film. Et je crois que ce qui est dit, c'est que l'alarme sonne 74 fois et pendant 54 secondes. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a un troisième membre d'équipage, qui est le commandant de bord, qui vient et qui entend cette alarme et qui ne dit pas décrochage. Pourquoi? Moi, ils l'ont entendu, l'alarme, c'est évident. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec mon ami Jean-François Huzen qui qui dit quand on est tunnélisé. Non, je ne pense pas. Je pense que une personne tunnélisée, c'est possible. 3 personnes. Donc tunnélisé, juste pour être clair, hein, c'est quand on est dans un processus concentré qu'on pourrait ne pas entendre ce qui se passe. Voilà, exactement. Eh bien, moi, je ne le crois pas, ça. Je suis persuadé que il y en a au moins un des 3 qui l'entend. Par contre, il y a quelque chose on voit bien c'est un problème de représentation. Il y a un copilote qui dit à un moment donné, on a une vitesse de folie. Et on voit qu'il fait le geste pour sortir les aérofreins. Voilà. Je crois que dans ce cockpit, eh bien, c'est l'incompréhension de la situation. Et ce qui manque dans le reportage, et pour ça qu'à mon sens il n'est pas complet, c'est tous les bruits aérodynamiques, et notamment par exemple les bruits de cristaux de glace sur le pare-brise au tout début, c'est tout ce qui peut vous donner des illusions sensorielles. Comment vous expliquez que la première réaction du copilote, c'est de cabrer à fond. Là, on n'est pas dans... moi, on m'a toujours appris à piloter un avion, c'est comme une demoiselle. Là, on cabre à fond, il tire à fond le manche et il maintient cette position. Le givrage des sondes Pitot, c'est le point de départ de la séquence. D'accord. C'est ça que j'ai dit. Après, et je ne le comprends pas, je ne le sais pas, et c'est le BEA, le Bureau Enquête Analyse, qui va nous éclairer sur ce sujet-là. Personne n'explique à ce stade ce geste, et c'est d'ailleurs extrêmement compliqué, puisque vous voyez bien qu'un des responsables du Bureau Enquête Analyse dit
lors du rapport intermédiaire, je vais demander à ce qu'il y ait une commission sur les facteurs humains pour comprendre ce geste-là. Donc, à ce stade, je ne peux pas éclairer, je ne peux pas vous dire pourquoi, effectivement, un des copilotes tire sur le manche. Quand vous avez vu toutes ces enquêtes, ces rapports du BEA, est-ce que vous êtes dit, c'est pas possible, pourquoi tirer? Alors que c'est ce qu'on apprend apparemment dans les premières heures de pilotage. Surtout, on voit la démonstration de M. Otelli, surtout ne pas faire ça, il faut au contraire pousser. Alors, je vais vous répondre. D'abord, M. Otelli. Bon, M. Otelli, la démonstration qu'il nous fait sur l'avion léger, tous les pilotes de ligne d'Air France l'ont eu, savent le faire, fait partie de la formation de base. Je pense que vous l'avez fait. Dans les 10 premières heures d'instruction. Voilà. Est-ce que c'était le cas, sans évidemment attenter à leur mémoire, c'est pas du tout le propos ici, est-ce que c'était le cas de ces deux copilotes, Éric Schramm, quand on voit leur réaction? Est-ce qu'ils savaient faire de la voltige? Est-ce qu'ils avaient la maîtrise de ces lois d'aéronautique dont vous parlez? On en doute, pardonnez-moi, quand on les regarde réagir. Mais je comprends ce que vous me dites. Je comprends ce que vous me dites. Moi, ce que je peux vous répondre, la chose suivante, c'est que les pilotes, ces deux pilotes-là, enfin ces trois pilotes-là, étaient parfaitement qualifiés, parfaitement compétents. Ils avaient été formés, d'abord sélectionnés, formés, entraînés. Donc tout ça, ils savaient le faire. Et je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, le geste à Cabray qui est effectué, nous ne le comprenons pas, et c'est au bureau enquête analyse de déterminer le pourquoi. On est d'une pauvreté quand même étonnante dans les dialogues. Moi, c'est quelque chose qui... Vous savez, quand la situation... Ça vous a frappé, ça, Éric Schramm, ou pas? Ça me conforte dans l'idée de l'incompréhension. Oui. Et de la représentation de la situation. Parce que moi, je suis aussi instructeur et aussi contrôleur. Et quand je vais au simulateur et que je contrôle un équipage d'Air France, quand ils ont une panne, ils annoncent la panne parce qu'elle est reconnue. Et partant de là, par la procédure. Oui. Et là, en l'occurrence, on voit bien que cette incompréhension fait qu'on a une vitesse de folie, on monte, on descend. Par contre, et ça c'est extrêmement émouvant, c'est que lorsqu'ils approchent de l'eau, eh bien là il y a le GPWS qui sonne, vous l'avez peut-être entendu. GPWS? C'est le Grand Proximity Warning System. Et là, ils annoncent la procédure EGPWS. Parce qu'ils ont quelque chose qu'ils connaissent et ils se raccrochent à quelque chose qu'ils connaissent. Bien évidemment, il est trop tard. Mais vous voyez que quand ils ont identifié la situation, ils y associent une procédure. Et on voit bien que pendant toute la chute, cette incompréhension fait qu'ils ne savent pas quelle procédure adapter. Alors, est-ce qu'il y avait, Bernard Vaillot, des instruments, on va parler au conditionnel, qui auraient pu permettre à cet équipage de conserver leur position de vol avant que tout ne dégénère? A priori, ils avaient toujours les paramètres moteurs, donc tous les indicateurs qui sont liés au moteur. Ils avaient un horizon artificiel. Donc oui, il leur restait des instruments. Accessoirement, ça fait aussi partie de l'instruction de base que d'apprendre à voler sans indicateur de vitesse. Maintenant, encore une fois, c'est facile à dire autour d'une table. À 11 000 mètres, en quelques secondes, avec le stress, plus il n'y avait pas beaucoup de turbulences, mais il y en avait quand même quelques-unes, c'est moins facile. Éric Schramm, est-ce que les pilotes d'Air France sont formés à gérer cette situation de décrochage en très haute altitude? Alors, les pilotes sont formés. Et nous venons de les reformer. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs ont changé les manœuvres de décrochage, que ce soit les constructeurs Boeing ou que ce soit Airbus, ont changé la procédure de décrochage et tous les équipages d'Air France sont passés au simulateur. Mais avant juin 2009, c'était le cas ou c'était pas le cas? Si, les pilotes étaient formés de la même manière au moment de leur qualification de type. Au décrochage à haute altitude, c'était quelque chose d'envisageable. Oui. Donc ils auraient pu, ils avaient les codes pour réagir à ce qui s'est passé le 1er juin. C'est à l'approche du décrochage, puisque le décrochage lui-même est hors du domaine de vol, donc n'est pas simulé correctement par les simulateurs. Donc ils n'avaient pas été formés à l'approche du décrochage. Ils étaient formés à l'approche, mais pas au décrochage même. Donc quand c'est pareil ou c'est pas pareil? Oui, c'est une barrière qu'il ne faut pas franchir. Mais ce qui nous ramène à la question de tout à l'heure, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'aient pas eu la bonne approche de la situation? Pourquoi il a eu ce mauvais geste? Fortiori, s'ils avaient reçu une formation même minimale en simu, ils étaient déjà passés à travers cette situation. Mais sauf qu'au simulateur, on peut pas aller dans le décrochage dans les simulateurs de vol. Les simulateurs de vol ne peuvent simuler que ce qui est dans le domaine de vol. Et Jacques Roger l'explique très bien. Il dit, ils ont ouvert le domaine de vol, ils sont allés dans un endroit où on ne va jamais. Absolument. Apparemment, le constructeur lui-même n'avait pas envisagé cette situation. Ils disent, avec un avion comme celui-là, on
ne pouvez pas décrocher en haute altitude. Or, la réalité lui a donné tort. Oui, ces Airbus sont des avions, d'excellents avions de ligne. Hein. On a beaucoup d'Airbus à Air France. Et effectivement, en loi normale, cet avion est réputé indécrochable. C'est un message qui a été véhiculé et qui est probablement quelque part dans la tête de tous les pilotes d'Airbus. Qu'il l'était en tous les cas. C'était même l'un des principaux arguments de vente d'Airbus au lancement de la 320 il y a 20 ans. Or, il décroche à haute altitude. Alors, on va aborder un autre chapitre qui pose question. C'est quand le commandant de bord revient finalement dans le poste. J'imagine que c'est quelque chose de difficile aussi pour vous, Éric Schramm. Qu'est-ce que vous avez pensé, moi je vais dire, faible réactivité de votre confrère, collègue D'abord, dans le reportage, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. C'est ce que dit cet ancien commandant de bord d'Air France. Monsieur Labarthe. Monsieur Labarthe, oui, qui dit que le commandant de bord n'était certainement pas dans sa couchette et qu'il était en train de se promener. On ne peut pas faire de polémique sur ce genre de sujet. Mais c'est possible. Attends, moi je me permets juste de dire, en tant que passager éventuel, ça me choque pas du tout. Oui, s'il est en repos, s'il peut aller prendre un café, se discuter avec des amis. Vous avez raison, sauf que dans le contexte du reportage, c'est quand même un petit peu embêtant. On l'appelle, il n'entend pas parce qu'il est en train de se promener. Mais comment vous expliquez alors qu'il ne répond pas? Parce que la couchette est juste derrière. Oui, mais il faut se lever, s'habiller. Juste ça. Il ne sait pas pourquoi on l'appelle. 1 minute 40, ça fait long. Écoutez, moi je suis de temps en temps dans la couchette et si je me suis endormi, c'est bien le temps qu'il me faut pour... Mais même, il faut que je me lève. Il a quitté le poste il y a, de mémoire, je crois, il y a une dizaine de minutes. C'était pas non plus 1 heure après qu'il ait quitté le poste. Je voudrais juste... On va en reparler. Je laisse parler la parole à Bernard Vaillot. Mais si vous voulez, moi je trouve qu'on devrait arrêter de parler de ça. Et plutôt... Tout de même, que je vous explique juste le comment du pourquoi. Pourquoi on est allé sur cette piste-là? Tout simplement parce que vous savez comme moi que la fatigue est un élément dans les facteurs humains qui est important, qui peut intervenir dans une catastrophe aérienne. Il y a des accidents qui ont été causés par une surfatigue des pilotes. On ne peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que vous êtes posé la question, j'imagine que oui, de ce que vous auriez fait si vous avez été à la place du commandant Dubois en rentrant et en découvrant cette situation? Moi, j'ai jamais pensé comment j'aurais fait. Je ne sais pas comment. J'aurais pas voulu être dans cette situation-là. Mais non, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne se refait pas le scénario quand on a vécu ce traumatisme-là dans sa propre compagnie? Non, moi je pense à eux. Je pense que ces 4 minutes... ont dû être terribles. Oui. Moi je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas cette prétention-là. Une question globale pour conclure vraiment cette discussion avec vous deux. Est-ce qu'Air France, aujourd'hui, 3 ans après le 1er juin 2009, est une compagnie différente? Est-ce qu'elle a tiré des leçons, si leçons il y avait à tirer de cette catastrophe? Bon, d'abord, Air France est une compagnie sûre, une compagnie très sûre. Une des compagnies les plus sûres au monde. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas ce qu'on va forcément penser en regardant le documentaire de ce soir. Je comprends, mais c'est pour ça qu'il est de mon devoir de le dire. Il est aussi important de dire que Air France n'a pas découvert la sécurité des vols après la France 447. Dans une compagnie aérienne comme la nôtre, ça fait partie du patrimoine génétique, je dirais. Moi, j'ai toujours entendu, ça fait 25 ans que je suis dans cette compagnie, parler de sécurité des vols. Toujours. Ça a toujours existé. C'est un des fondamentaux de notre entreprise. Merci à tous les deux. Merci Éric Schramm d'avoir été notre invité, d'avoir répondu longuement à nos questions. Je rappelle que c'est la première fois qu'Air France venait sur un plateau de télévision pour s'exprimer sur la pire catastrophe de son histoire. Merci Bernard Vaillot pour cette enquête que vous avez produite et pour votre expertise. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine enquête de Pièces à conviction sur France 3.